Salut à tous! Pour ma première vidéo, j'ai choisi de vous parler de mon voyage au Maroc, à Marrakech, avec l'excursion qui va jusqu'au désert de Merzouga, le début du Sahara. En préparant mon voyage, je me suis rendu compte qu'on ne trouvait pas beaucoup d'avis sur internet qui semblent objectifs sur la question concernant ces voyages de 3 jours. Je parle bien des voyages collectifs, pas des excursions privées dont je ne connais pas la pertinence du contenu, mais dont les prix n'ont absolument rien à voir, on parle de plusieurs centaines d'euros. Là, pour les excursions en groupe, disons-le tout de suite, vu le prix modique, c'est un truc à faire absolument si vous êtes en séjour à Marrakech et que vous avez le temps. Alors on va revenir plus tard sur les coulisses de cette excursion qui casse les prix, mais pas à n'importe quel prix. Je vous propose de suivre dans l'ordre chronologique le déroulé de ce beau et intense voyage qui va vous faire voir du pays et des paysages à couper le souffle, dignes des plus grands films hollywoodiens. C'est pas un hasard si on a tourné énormément de films et séries là-bas, on va en parler. Vous allez voyager dans un minibus qui est une camionnette de tourisme de 17 places. On va venir vous chercher au plus près de votre lieu de séjour. J'ai dit au plus près parce que quand même, dans la Médina, ce sont souvent des passages étroits où les vannes ne peuvent pas s'engouffrer. Il y a pas moins de 700 riads à Marrakech, dont la plupart se nichent dans ces ruelles labyrinthiques. Donc attendez-vous à un point de rendez-vous parfois éloigné en termes de temps de marche, prévoyez ça dans votre timing. Le pick-up se fait entre 7h et 8h selon les agences. Pour ma part, je n'avais plus qu'une place qui était pourrie, disons-le, puisque c'était le passage de roue. Au niveau confort, c'était pire que Ryanair, car je devais carrément poser mes pieds dans l'allée. J'ai tout de suite signalé le problème et on m'a mis à l'avant. Un mal pour un bien, car ça m'a permis de profiter des paysages et vous en faire profiter aussi. Le premier arrêt va se faire à l'impressionnant col de Tizi Tishka, la plus haute route de l'Afrique du Nord, à 2260 mètres d'altitude. Il faut savoir que le Royaume du Maroc a fait un gros boulot sur l'état de ses routes depuis 10-15 ans. À part quelques éboulis que vous voyez ici parce que la météo dans la nuit a été vraiment mauvaise, et un endroit après Ouarzazate où la route est déviée sur quelques dizaines de mètres à cause du séisme de 2023, je n'ai vraiment pas à me plaindre de l'état des routes. C'est simple, sur le trajet que j'ai expérimenté, c'est bien mieux qu'en France. Mais en 2012, ce col n'était pas aussi sûr. C'était d'ailleurs la route la plus dangereuse du Maroc, avec une grosse affluence, une route étroite et des virages très serrés et caillouteux. Un bus qui y circulait de nuit a chuté dans un ravin, causant la mort de 42 personnes, soit le plus grand accident de bus de l'histoire du Maroc. Cependant, rassurez-vous, les choses ont changé et on descend sur un spot sécurisé, pas si impressionnant que ça d'ailleurs puisque je n'ai même pas senti de vertige, mais ça fait de belles photos et surtout on respire l'air frais de la montagne, ça ne fait pas de mal après Marrakech. Sur ce spot, il y a quelques vendeurs qui proposent notamment des minéraux et des fossiles prétendument du Maroc. L'arrêt ne dure guère que 5 minutes et vous repartez en direction du village de Aït Ben Haddou. Certaines agences parlent dans leur programme d'une visite en plus à Télouet. Honnêtement, j'ai du mal à croire qu'elles aient le temps de le faire, ça fait un petit détour, ou alors uniquement en été. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez expérimenté. Notez déjà les sublimes paysages après avoir franchi la barrière de l'Atlas. D'ailleurs, on va longer la chaîne jusqu'au but du voyage, avec le Haut Atlas qui restera juste sur notre gauche et l'Anti-Atlas sur notre droite. Et si vous pensez qu'on ne traverse que des zones désertiques, détrompez-vous. On passe près de nombreuses cultures irriguées et plusieurs palmeraies aussi. Ça offre des vues hyper contrastées, un régal pour les yeux entre le ciel bleu, les sommets enneigés, les lieux verdoyants et les superbes habitations colorées. Une nouvelle halte, un conseil, évitez d'acheter dans ce genre d'endroit, c'est très cher. On en parlera dans la dernière partie sur les pièges à touristes. Nous voici à Aït Ben Haddou. La première chose à préciser sur ces images, c'est que la muraille, avec des créneaux pointus, c'est du décor. Et oui, encore seulement 5 jours avant de venir, il y avait ici le tournage du long métrage de Christopher Nolan appelé l'Odyssée. Le Ksar a été utilisé pour représenter la ville de Troie lors du siège avec le fameux cheval de Troie. Sur ces photos, vous pouvez voir une zone de décor cramé pour le tournage. On y imagine des gerbes de feu, ça a dû être impressionnant. Aït Ben Haddou, on l'assimile souvent à tort à la ville de Ouarzazate. C'est une image qu'on voit régulièrement sur les pubs de voyagistes, mais Ouarzazate, c'est 30 km plus au sud.
Ce village est typique des Ksars de la région et on ne peut pas en faire l'impasse avec ses motifs en briques crues. C'est si photogénique qu'on peut comprendre pourquoi autant de films y ont été tournés, plus de 80. Parmi les plus connus, on a Laurence d'Arabie, Le Diamant du Nil, un James Bond, Indiana Jones 3, Astérix Obélix, Gladiator et plus récemment la série Game of Thrones. On voit une porte où nous sommes entrés pour une présentation de dessins d'artistes réalisés avec des colorants naturels. C'est un passage imposé, mais ici je n'ai pas vraiment senti de pression pour l'achat, ça n'a pas duré trop longtemps et le travail était intéressant à regarder. Ensuite vous montez encore pour contempler la vue imprenable depuis la vieille Casbah, en ruine depuis le séisme de 2023. Une fois redescendu, vous mangez dans un restaurant dont la nourriture est correcte, mais le prix un peu élevé par rapport au restaurant de Marrakech. Ici, le guide vous demande de le payer. C'est 3 € pour la visite d'Aït Benadou, mais c'est écrit noir sur blanc sur le programme de l'excursion. On arrive à Ouarzazate et on passe juste à côté des CLA Studios, d'anciens studios de films de la grande époque des westerns. Peu après, ce sont les célèbres Atlas Studios, où un grand nombre de films est tourné chaque année sur des plateaux avec un mélange de décors artificiels et naturels en arrière-plan. Ici, un zoom sur le château de Kingdom of Heaven. Je crois que certains plateaux du château ont aussi été utilisés pour Game of Thrones. Cette ville n'a rien de semblable avec la bouillonnante Marrakech. En mars, c'est plus une cité dortoir. Vous avez de nombreux riches qui possèdent ici un appartement ou une villa pour les vacances. À partir de maintenant, l'architecture est calquée sur les ancestrales Casbah. Ce sont pourtant des constructions récentes pour la majorité. Plus le bâtiment est institutionnel, plus il est raffiné. Nombreux sont les commissariats qui ressemblent à un palais. J'ai fait un ralenti pour apercevoir une école joliment colorée. C'est la seule que j'ai filmée sur la route, mais on en croise beaucoup et leur décoration est très attractive pour les enfants. J'adore ces portes, on en croise plusieurs sur le parcours, ça indique le passage dans une nouvelle province. Dans cette ville, qui est la capitale de la rose de Damas au Maroc, on croise beaucoup de coopératives de roses. Je trouve dommage que les excursions ne fassent pas une halte dans l'une d'elles, parce que l'argan et les fossiles on en trouve partout ailleurs sur la route, mais la rose c'est plus rare. C'est la Condor, près des gorges de Todra. C'est à l'hôtel Sagro que j'ai séjourné. Il y a énormément de chambres, c'est un peu l'usine. La déco est sympa partout, sauf dans les chambres, c'est dommage. Mais sur le balcon, le lever de soleil sur la vieille ville de Tinrir est somptueux. Et oui, on se lève tôt pour ces 3 jours d'excursion. Le dîner était correct, mais vu que c'est inclus, ne vous attendez pas à vous exploser le bide, c'est une entrée de légumes crus, puis un plat partagé par table. Il y a beaucoup de légumes, mais quelques bouts de viande qui se battent en duel. Le petit déjeuner, lui aussi, est inclus, il était plus achalandé. Du café, du thé à la menthe, du jus d'orange, des viennoiseries, des cakes, des crêpes, des œufs, du miel, du beurre, de la confiture, bref, tout pour bien débuter la journée. Au programme de cette journée et pour résumer, les gorges de Todra, dit aussi le Toudra, et l'arrivée au camp dans le désert au coucher du soleil. D'abord un arrêt sur un spot avec vue sur la palmeraie de Tinrir. Les gorges sont toutes proches, c'est vraiment sympa.
Les falaises sont assez impressionnantes, la plus haute est de la taille de la tour Eiffel et la lumière du matin rend les couleurs très jolies. Ensuite on fait un tour dans les cultures, il y a toutes sortes de fruits et légumes dont certains qu'on n'est pas habitué à voir à l'état de fleurs par exemple. Le petit ruisseau qu'on longe rend la visite bucolique. Le guide local vous fait ensuite aller chez un marchand de tapis berbère. On est accueilli comme d'habitude avec un thé à la menthe. Pour ceux qui adorent ça, vous allez vous régaler. Vous en boirez minimum une fois par jour. Maintenant, je me demande si ici, ça n'était pas du thé au safran. Peu importe, c'était très bon. Pour le marchand, c'était moins bon parce qu'il n'a rien vendu malgré ses explications en 3 langues. Après, vous retournez à quelques rues pour attendre le minibus. On a attendu 20 minutes, c'était pas cool. Du coup, on avait droit à des enfants qui insistaient pour nous soutirer des dirhams. Après une bonne heure de route, le repas du midi à Tindad. C'est assez frustrant de passer à côté de plein de merveilles dans cette région sans pouvoir s'y arrêter, mais en guise de consolation, on a une jolie vue sur la ville et ses environs. C'est un buffet pas mal du tout. Après, ayez en tête que le restaurant choisi sur mon excursion ne sera pas forcément celui du jour d'après. Mais ça vous donne une idée des restos où on peut manger et je trouve que c'est loin d'être dégueu à tous les points de vue du moment que vous êtes conscient que ça va vous coûter entre 12 et 13 € environ. Vous verrez régulièrement une phrase constituée de pierres dans la montagne, c'est la devise du Maroc, Allah, Al-Watan, Al-Malik, Dieu, le pays, le roi. Petit à petit, vous vous rapprochez du Sahara, les villages deviennent ensablés. Le dernier arrêt avant le dromadaire, c'est une boutique où on vend des foulards pour le désert. Ça n'est pas une obligation ni pour l'achat, ni pour le port sur le dromadaire. D'autant que pour le même prix, environ 10 €, vous en aurez un avec de la soie à Marrakech. Je vous laisse découvrir quelques vues avant la fabuleuse arrivée sur les grandes dunes de sable de Merzouga. Et c'est parti pour la balade d'1 heure en dromadaire. Je n'ai pas eu le temps de filmer la montée parce que j'étais bien trop préoccupé par mes affaires. Elles étaient transportées à l'arrière du minibus jusqu'ici dans un petit coffre, donc évitez de trimballer un gros sac de sport sous peine de ne pas pouvoir le prendre avec vous le premier jour à Marrakech. Une fois que vous arrivez à Merzouga, on vous embarque les sacs dans une remorque attachée à une jeep qui vous les amène directement au camp d'Erkchebi dans le désert. Vous pourrez prendre avec vous sur le dromadaire un petit sac ou une sacoche. Pensez à l'avance que ça va vite une fois arrivé à Merzouga, donc préparez en amont ce que vous voulez conserver sur vous. Rien de très compliqué pour la chevauchée chamelière, il faut surtout se cramponner à une barre en métal qui est harnachée devant la selle. Cette dernière est très rembourrée avec des épaisseurs de textile. Si comme moi vous avez des douleurs au dos ou peur d'en avoir, prenez un antidouleur à la pause précédente, le temps que ça agisse et vous aurez l'esprit libre pour apprécier la balade à sa juste valeur. Certaines anatomies peuvent aussi ne pas supporter d'avoir les cuisses écartées trop longtemps. Mais selon moi, même en mauvaise condition physique, si vous prenez un paracétamol ou un tramadol avant, ça va le faire. Sachez que vous pouvez aussi croiser les jambes devant vous tout en tenant fermement la barre de maintien, ça soulage les articulations trop crispées. Il ne faudrait pas gâcher ce beau moment, je vous conseille de porter un pantalon, déjà le soleil risque de cogner fort, et en plus le frottement des sangles pendant la méharée pourrait vous irriter le dessous des cuisses. Sinon le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est de vous laisser aller, de ne pas lutter contre les mouvements de l'animal. Essayez de vous faire tout mou, faites corps avec lui pour épouser les bosses des dunes. Vous venez de voir une petite présentation du camp. Dans l'offre basique, vous partagez les douches, les toilettes et la chambre. C'est spartiate, mais honnêtement, vu la fatigue et le peu de temps qu'on est au camp, cela suffit amplement.
Avec mon excursion, le sandboarding était inclus. Les agences qui facturent ça abusent vraiment parce que c'est tellement crevant de remonter la dune avec les pieds qui s'enfoncent et la lourde planche que vous ne ferez pas plus de 5 allers-retours. Ménagez-vous quand même parce que le lendemain, c'est levé à 5 heures. À présent, c'est le repas sous le barnum, pas franchement terrible, et pas manger grand chose. N'hésitez pas à emporter un truc à manger sous votre tente au cas où. Ensuite, c'est la fête autour du feu de camp, sur de la musique touareg, il y a moyen de bien s'amuser. Certains ont préféré aller contempler les étoiles, mais comme j'ai compté une quinzaine de camps au bout du désert de Merzouga, il y a une pollution lumineuse, donc ce n'est pas le meilleur endroit pour ça. La musique dure 1 heure minimum et ensuite c'est dodo. Petit déjeuner, 5h30. C'est tôt, mais la perspective d'assister au lever du soleil dans le désert est particulièrement motivante. Préparez-vous pour la météo du désert. Chaud le jour et froid la nuit de manière générale, donc prenez de quoi vous couvrir pour la nuit et au petit matin. Départ pour le retour au minibus, 6 heures. Pour 50 €, vous pouvez choisir de repartir en quad. Personnellement, je trouve ça très excessif pour le Maroc. Le quad, on peut en faire sur les dunes en France, pas le dromadaire. C'est vraiment un truc à faire le dromadaire, ou le chameau, dans le désert. Les images ne rendent pas justice, ça fait partie des expériences à connaître dans une vie. On est dans un autre monde et vos soucis sont vraiment très loin dans un moment pareil. On aperçoit les infrastructures de Merzouga. C'est un désert délimité par des montagnes. Il n'est pas très grand, mais il fait partie des premiers déserts qui forment le Sahara. La frontière avec l'Algérie est à 10 km. Vous récupérez vos sacs comme vous les avez laissés. Nous voici maintenant sur le retour. Avant le débrief sur cette excursion, et avant de pouvoir vous faire votre propre avis, un petit mot sur ce que vous allez voir à proximité du désert et qui mériterait selon moi un arrêt. Le Ketara de Fesna Atouatou, un vaste réseau de souterrains et d'irrigation traditionnelle. Erfoud, la capitale des trilobites fossilisés. C'était jadis un lieu de prédilection pour un gigantesque banc de céphalopodes quand il y avait la mer. On y trouve aussi des musées et des aires de fossiles visitables, comme par exemple la carrière des fossiles. C'est le moment de faire le point sur cette excursion. Que faut-il savoir et qu'on ne vous dit pas sur les sites des agences de voyage? Le désert en lui-même, ce n'est pas une étendue de sable à perte de vue, mais un petit désert entouré par des montagnes et des champs de rocailles. Si vous souhaitez vraiment du désert, comme dans les films, et pas juste 50 km² de dunes, ce n'est clairement pas ici que vous l'aurez. Il vous faudra aller dans un autre pays comme l'Algérie, la Tunisie ou la Mauritanie. Ici, c'est un lieu où se pratique le tourisme de masse. La solitude totale n'existe pas. Alors, on n'est pas non plus les uns sur les autres comme dans les grandes villes, on respire, on a ce sentiment de liberté, aucun problème. Mais vous l'avez vu, vous croiserez non sans mal des autres groupes sur des dromadaires, des jeeps ou encore des quads. Ils passent tous plus ou moins sur le même parcours, il n'y a qu'à voir les nombreuses traces de pas et de roues pour le comprendre. Maintenant, il faut se dire que pour moins de 100 € le voyage, avec tout ce que ça comprend, la beauté du désert étant malgré tout extraordinaire,
Si c'est une première, je vous le conseille. En revanche, si vous avez déjà vu le Sahara et que vous cherchez quelque chose de très authentique, vous serez certainement un peu déçu. On est sur un produit commercial qui vend un semblant d'authenticité pour le touriste qui recherche des clichés et pour pas cher, et pour la sécurité. Parce que ce désert est gardé sur ses frontières par la police. Ça, c'est quand même un point crucial. Au vu des tensions avec le pays voisin et de la présence de djihadistes plus loin dans le Sahara, ce désert, lui, est sécurisé et c'est précisément son côté ultra touristique qui permet cela. Que ce soit avec votre riad ou sur Get Your Guide, on vous propose 2 formules, la basique et celle avec l'option Luxury Camp jusqu'à 50 € de plus. Pour moi, on frôle l'arnaque avec cette option hors de prix. Vous n'aurez pas grand chose de plus, si ce n'est une tente privée et des sanitaires pour vous seul. Vous serez de toute façon tellement fatigué que vous risquerez de ne pas profiter tellement de ce supplément. J'ai dormi pour ma part avec des personnes de mon bus, français aussi et du même sexe. Ça n'a pas posé problème, alors qu'habituellement j'aime mon confort et que je ne fréquente pas les auberges de jeunesse. Pour la douche, vous avez largement le temps de la prendre dans les sanitaires communs dès votre arrivée au camp si vous voulez être tranquille. Ça vous évitera de faire quelques minutes de queue au moment où les gens se couchent vers 22-23 heures. Et de toute façon, vous aurez la même literie, quelle que soit votre tente, literie plutôt bonne d'ailleurs pour des matelas posés à même le sol. À part le désert, parlons du reste. Ça a très mal commencé pour moi. L'organisateur devait me contacter la veille entre 18 h et 21 h pour me donner un lieu de rendez-vous. J'ai envoyé un message WhatsApp sans réponse et je me suis couché stressé en ne sachant pas si c'était OK pour l'excursion. Finalement, j'ai reçu une réponse tôt le matin pour me confirmer le lieu du pick-up. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai eu la place qui restait et elle n'était pas praticable, si j'ose dire. Du coup, transfert à l'avant. Bien pour la vue, mais je me suis tapé toutes les discussions en arabe entre le chauffeur et le guide. Heureusement que je ne comptais pas essayer de dormir. Enfin, je dis le guide, mais j'appelle ça plutôt un accompagnateur. Genre comme en colo quoi. Le type ne donne jamais aucune explication de ce qu'on traverse, mais simplement le temps approximatif jusqu'au prochain arrêt. Et même plusieurs fois il a fallu qu'on lui demande, sinon il serait resté muet. Il s'est permis de crier parce qu'on n'allait pas assez vite à un arrêt pour revenir au van, se permettant de nous dire que sinon on ne pourrait pas faire tout le programme. Mais clairement le programme, pour lui, ce sont les arrêts chez les commerçants, chez qui il touche des commissions. Parce que les gorges du Dadès, pas eu. La vallée des Roses, appelée aussi vallée aux 1000 Casbah, pas eu non plus. Et pourtant on avait le temps. Pour le retour, on n'est pas passé à Rissani, comme indiqué. C'était exactement la même route que pour venir. Tout ça, c'est un certain manque de respect pour les touristes quand même. Le programme le vrai, je vous le donne. En tout cas pour mon excursion, dont vous trouverez le nom dans la description sous la vidéo. Il n'y a pas 36 trucs, c'est le premier jour Aïd Ben Haddou, le deuxième jour Gorge du Taudra et désert, et le troisième jour c'est désert et quasiment 10 heures de route. Le reste, de la route, de la route, de la route, et bien sûr, les arrêts chez des partenaires chez qui ils touchent des commissions. Quand je dis ils, c'est l'agence ou les guides. Voilà le secret du prix cassé les amis. Soyez prêts à accepter que pour moins de 100 balles, vous allez devoir vous coltiner une coopérative d'Argan avec des prix 4 fois plus chers que sur la route d'Essaouira, un marchand de tapis qui doit se faire une belle marge par rapport au marchand d'à côté qui ne reçoit que quelques touristes qui ne font pas partie d'une excursion, le vendeur de foulards pas si cher mais avec une qualité douteuse. Le secret de leur prix cassé, c'est aussi les commissions sur les restaurants, lesquels se font une marge en or. Certes, 10 ou 13 € à nous Européens, ça nous paraît pas cher, mais quand on voit la pauvreté des ingrédients, ils se font un ratio de dingue. Ajoutez à cela que la carte bancaire est parfois refusée, vous obligeant à aller retirer de l'argent à un distributeur sur lequel ils touchent probablement une com. Ou alors ils prennent la carte bancaire, mais systématiquement il y a des frais qu'ils ajoutent à la note. Ajoutez aussi à ça les frais que vous aurez par votre banque. Ce qui veut dire que pour un repas à 10 € que vous payez par carte, une fois rentré à la maison, il pourrait bien vous coûter 15 €, voire plus. Donc le maître mot au Maroc, c'est ayez du cash sur vous. Prenez-en un max avant de prendre l'avion. Si jamais vous avez la possibilité d'aller manger dans un autre restaurant qui ne fait pas partie des cantines à touristes qu'on nous propose, foncez-y. Problème, les malins, ils vous prennent un peu en otage, ils vous arrêtent souvent là où il n'y a rien d'autre. Il y avait bien un resto en face d'une autre à Aïd Ben Haddou, mais ils nous ont demandé de régler les 3 € du guide dans le restaurant imposé. Donc du coup, obligé d'y manger. Méfiez-vous aussi des restaurateurs. L'un d'eux a voulu me faire payer un pourboire. En effet, à la question « le service était bon ?» j'ai répondu oui, par politesse, et du coup ils ont mis 30 dirhams en plus sur le sabot de paiement. J'ai refusé. « Vous avez pourtant dit que le service était bon ?» Bah ouais, mais j'ai pas dit que je voulais donner du pourboire.
N'ayez pas peur d'être ferme au Maroc quand vous êtes un touriste. Pour eux, vous êtes un portefeuille ambulant. Et même si parfois certains restaurateurs donnent envie de leur laisser un petit quelque chose, n'oubliez pas que ces gars sont partenaires des excursions et ils ne sont pas à plaindre. Je dirais même qu'ils sont assez riches car le tourisme, c'est la première ressource de revenus au Maroc. Un truc aussi à préciser sur les dîners, qui sont inclus dans le prix, c'est que les boissons, elles, ne sont pas incluses. Donc partez avec 1 ou 2 bouteilles, sinon vous allez mourir de soif et ça va vous coûter bonbon dans les restos. Alors la combine des agences la plus vicieuse, parce qu'elle marche du tonnerre sur l'appli Get Your Guide, ce sont les avis bidons. Il n'y a quasiment que ça. Comment ? Prenons l'exemple d'une agence de voyage qui vient récemment de se mettre sur Get Your Guide, comme celle que j'ai eue. Elle va proposer dans un premier temps des prix très attractifs, jusqu'à 50 € de moins que les autres. Son but, c'est d'avoir rapidement une centaine d'avis et une note de 5 sur 5. Après ça, elle pourra faire monter les prix, car les avis et les notes donneront confiance aux gens qui viendront beaucoup plus rapidement s'inscrire chez elle, même si c'est plus cher. Comment arriver à faire en sorte que les clients touristes donnent des très bons avis ? Facile, en les forçant. En étant installé dans le van à côté du guide, j'ai malheureusement été harcelé. À de nombreuses reprises, il m'a demandé de laisser un avis sur l'appli en me précisant 5 sur 5. Je ne supporte pas d'être contraint à laisser un avis à chaud et je voulais faire ça tranquillement chez moi. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, pas la peine de faire un gros texte, tu dis que c'était super, tu dis mon nom pour dire que le guide était sympa. J'ai gentiment décliné, 2, 3 fois. Quelques heures après plusieurs échanges WhatsApp avec son patron, le guide revient vers moi avec un visage fermé et plaintif. Pourquoi tu ne veux pas me mettre un avis ? Mon patron me demande. Il faut que tu mettes un avis. Je me suis un peu fâché en expliquant qu'il fallait me lâcher la grappe, qu'il demande aux autres. Très vexé, il me répond que pour le prix que j'ai payé, ce n'est pas normal de chipoter. Il a alors tenté une technique de comédien que j'ai déjà vue à Marrakech chez les marchands, en croisant les bras et en regardant loin devant lui, en tirant la gueule quoi. C'est là que le chauffeur me dit s'il n'a pas l'avis de tout le monde, son patron ne va pas le faire travailler demain, c'est comme ça que ça marche. On en est resté là. Alors vous, dites-moi en com si vous avez vécu ça, et aussi si c'est une méthode de victimisation, ou alors si réellement le travail du mec c'est simplement de faire lâcher des avis sur l'appli et que s'il n'y arrive pas, il est puni. Perso, je trouve que si c'est vraiment ça, ça fait très esclavagiste. Voilà pour les aspects négatifs du tour, et on pourrait vraiment se passer de cette forme de chantage aux avis. Cela étant, faut-il faire cette excursion ? Moi je dirais un gros oui. Une fois qu'on est au courant de comment ça se passe et des pratiques des agences, au vu du rapport qualité-prix, au vu du fait que même si c'est souvent très limité comme nourriture, vous avez les dîners et les petits déjeuners, au vu du fait que vous dormez 2 nuits dont une dans le désert, vous visitez Aït Ben Haddou, les gorges du Todra et évidemment le désert sur lequel je ne vais pas revenir. Et pour finir, vous avez pu le voir sur cette vidéo, vous traversez des paysages de malades. J'en ai pris plein la gueule, vous revenez de ce voyage avec du rêve dans les yeux et dans le cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu et aura su vous permettre de vous forger un avis clair. N'hésitez pas à vous abonner et bien sûr, j'attends vos commentaires. Merci d'avoir pris du temps avec moi et j'espère que vous prendrez du bon temps pendant vos voyages. Salut!